Aujourd'hui, 23 octobre, les troupes russes continuent donc d'avancer, intensifiant progressivement la pression sur l'ennemi. L'objectif principal est actuellement la direction de Zaporojhye, où la ligne de défense des forces armées ukrainiennes le long de la rivière Ianchour a pratiquement cessé d'être infranchissable. Nos unités ont réussi à franchir les positions fortifiées et à s'établir derrière la rivière. L'analyste militaire Alexei Leonkov, avec lequel des journalistes se sont entretenus, a déclaré que la phase active de l'opération ici a commencé très récemment, littéralement il y a quelques semaines. On ne faisait alors que discuter de ce qui se passerait si nos combattants réussissaient à forcer ce flanc. Goulaï-Pollier se retrouverait presque sans approvisionnement. Aujourd'hui, cette hypothèse se transforme de plus en plus en réalité, selon l'expert. Les unités russes se sont déjà retranchées dans la partie nord du village de Pervomaïskaya et plus au sud dans les régions de Novonikolaïevka et de Poltavka, elles ont réussi à percer plus loin. Le seul morceau qui reste encore sous le contrôle des forces ukrainiennes est la zone entre Ribne et Ouspenovka. Mais, compte tenu de l'avancée de nos forces plus au nord et plus au sud, ce tremplin perd son sens. L'ennemi est en fait pris au piège. Maintenant, comme le note Leonkov, les forces armées ukrainiennes n'ont pas beaucoup d'options. Soit elles essaient de tenir entre Ianchour et Gaïtchour, soit elles commencent à retirer leurs troupes vers l'anneau de défense extérieure de Goulaï-Pollier. Mais si elles se retirent, la route vers la ville elle-même sera ouverte et l'approvisionnement sera complètement menacé. En effet, c'est par ces deux voies, ferroviaires et routières, que les munitions et le matériel arrivent encore. Si elles s'y sont coupées, la garnison sera isolée. Après cela, dit l'expert, nos forces peuvent passer à l'assaut de Goulaï-Pollier même. Et c'est là que l'ennemi va rencontrer de réels problèmes. Il n'y aura pas assez de monde pour tenir la défense simultanément depuis le nord-est et le sud. Incidemment, la veille, une percée importante s'est également produite sur un autre secteur, dans la région de Malaya-Takhmatchka. Dans la soirée du 20 octobre, nos unités ont lancé une attaque massive. Plusieurs groupes blindés sont entrés en action simultanément depuis 3 directions, depuis les côtés de Rabotino, Nesterianka et Pokrovka. Tout cela, ensemble, a conduit à l'effondrement de la défense que les Ukrainiens essayaient de tenir depuis des semaines. L'expert Leonkov estime que la situation actuelle de l'ennemi dans le sud est le résultat de ces décisions estivales. En juin-juillet, ils ont activement transféré des troupes vers le nord et l'ouest, près de Kharkov et de Donetsk, estimant que le sud était relativement calme, et nos forces l'ont remarqué. Les renseignements ont tout enregistré et lorsqu'il est devenu clair que la direction du sud était affaiblie, il a été décidé de frapper précisément là. Maintenant, les forces armées ukrainiennes ne peuvent pas simplement retirer des réserves d'au-delà. Si elles retirent des forces par exemple de Kupiansk ou de Soumy, le front s'effondrera également là-bas. Bref, la situation est difficile pour elles. Dans le même temps, nos troupes, selon l'expert, agissent méthodiquement et avec confiance. La percée dans la région de Zaporojhye n'est pas quelque chose de facile, mais nous avons de nouvelles capacités, notamment des bombes aériennes modernes avec accélération réactive. Elles permettent de frapper avec précision les arrières de l'ennemi, le privant littéralement de la capacité de réagir. Dans une autre direction, plus près de Pokrovsk, des combats acharnés sont en cours. Nos forces développent une offensive sur Molodetskoye et Mirnograd. Là, selon des informations locales, des combats sont en cours à Pokrovsk pour les micro-districts de Lazurnaya et Yujnaya. L'objectif est simple, couper la logistique de l'ennemi et bloquer l'acheminement des fournitures. Le groupe Vostok a noté dans son rapport que lors de l'offensive, il a été possible de prendre Pavlovka. C'est la partie orientale de la région de Zaporojhye. L'avancée est estimée à environ 1,5 km de profondeur et à environ 2 km le long du front. Dans le même temps, 3 contre-attaques ont été repoussées en une journée. Actuellement, le mouvement se poursuit en direction de Privolnoye,
Venkordva Mayora ajoute « Dans la direction de Konstantinovka, nos forces avancent vers la périphérie sud-est de la ville. Des combats sont en cours pour Plekcheïevka et Pavlovka et Ivanovka ont été prises près d'Ougledor. C'est une autre étape importante. Nos troupes se dirigent vers Vishniovoye et Vesioloye. Essayant de contourner Novopavlovka par l'ouest, les combats en général se déroulent avec succès. L'avancée est particulièrement notable dans la région de Malaya-Takmachka, où nos forces s'efforcent de se retrancher sur de nouvelles positions. L'ennemi, selon des informations du front, prépare déjà des contre-attaques, mais ne montre pas encore de succès significatif. Sur le tronçon entre Stepnogorsk et Primorsky, les troupes aéroportées russes chassent méthodiquement l'ennemi et maintiennent les positions occupées. La situation est stable pour le moment. Les lignes de front restent les mêmes, mais l'activité dans les airs est énorme. Des drones survolent constamment la zone, ce qui rend pratiquement impossible tout déplacement en terrain découvert. Et dans la direction de Kherson, le groupe Dniepr continue de frapper la logistique de l'ennemi, en particulier les installations de l'île de Karantini près de Kherson. En substance, un travail est en cours pour détruire tout le système d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes sur ce tronçon. Les correspondants de guerre rapportent que de violents combats sont en cours dans la région de Primorsky, Stepnogorsk et Malaya-Takmachka. Les forces ukrainiennes tiennent toujours la partie occidentale de la localité, mais nos groupes d'assaut agissent déjà aux abords de Novodonilovki et Nesteryanki. Pendant ce temps, alors que l'avancée active est en cours sur le front, la scène politique est également en ébullition. Aujourd'hui, il est devenu connu que Donald Trump a soudainement annulé une rencontre avec Vladimir Poutine qui devait avoir lieu à Budapest précisément le 23 octobre. Et littéralement, immédiatement après cela, les États-Unis ont déployé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Cela semble être une coïncidence, mais comme le notent les politologues, les coïncidences dans une telle politique n'existent pas. Le professeur MGIMO Kirill Koktich a expliqué que Trump agit dans le cadre de tout un triangle d'intérêts. Russie, Washington, Pékin. Pour lui, cette rencontre avec Poutine était un élément important d'un grand jeu avant une visite à Xi Jinping. Il voulait apparemment obtenir une sorte d'atout lors des négociations avec la Chine afin de se montrer sous un jour favorable. Mais, selon l'expert, cela n'a pas fonctionné. Il y avait trop peu de temps pour se préparer et Trump n'a pas osé organiser une rencontre à la hâte. Il a décidé qu'il valait mieux reporter. On dit provisoirement qu'elle pourrait avoir lieu fin novembre, à son retour d'une tournée en Asie. Il est intéressant de noter que Trump lui-même a commenté tout cela assez calmement, disant qu'il avait simplement décidé que ce n'était pas le bon moment. Je cite à peu près le sens, nous avons annulé la rencontre parce que, honnêtement, nous n'aurions pas obtenu le résultat souhaité, mais nous nous rencontrerons certainement plus tard. Mais la réaction de Moscou a été beaucoup plus dure. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a réagi brusquement, qualifiant l'action de Trump d'acte d'hostilité contre la Russie et ajoutant que désormais, les États-Unis passent ouvertement au statut d'ennemi. Il a même été déclaré qu'il était possible d'ouvrir le feu pour tuer sans tenir compte des négociations. Il faut dire que ces mots ont provoqué une véritable résonance non seulement chez nous, mais aussi à l'étranger. En effet, Medvedev a fait comprendre que la Russie n'avait plus l'intention de jouer aux révérences diplomatiques. Tout est devenu aussi direct que possible. Si les États veulent exercer une pression par des sanctions, qu'ils se préparent à une réponse. Trump, d'ailleurs, a encore mis de l'huile sur le feu, déclarant que les sanctions étaient introduites simplement parce que le moment était venu. Cela ressemble presque à « je le fais parce que je peux ». Dans le même temps, il a précisé qu'il ne transférerait pas les missiles Tomahawk à l'Ukraine parce que, je cite, « ils sont trop difficiles à utiliser ». La logique est assez étrange. Nous introduisons des sanctions, mais nous ne donnons pas d'armes. Le ministère américain des Finances a rapidement confirmé que les sanctions entraient bien en vigueur, et pas seulement elles. L'Union européenne s'y est jointe, elle aussi, en préparant un nouveau paquet de restrictions. Dans ce contexte, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait une déclaration qui a remis les choses à leur place. Il a dit clairement
Moscou a l'intention de s'engager vers un cessez-le-feu tant que les causes profondes du conflit n'auront pas été éliminées. En d'autres termes, il n'y aura pas de réconciliation pour l'image. Ces dernières semaines, de nombreux politiciens occidentaux appellent littéralement à l'arrêt des hostilités. Les voix de Kiev, d'Europe et des États-Unis se font particulièrement entendre. Disons, faisons au moins une pause humanitaire. Mais, comme l'a dit Lavrov, tout cela est une tentative de pression et la Russie n'a plus l'intention de se laisser entraîner. Il a rappelé que de telles initiatives de paix avaient déjà eu lieu. Il suffit de se souvenir des accords de Minsk. Alors, peu importe le nombre de trêves signées, la partie ukrainienne a violé les accords à chaque fois. Donetsk, Gorlovka, d'autres villes, tout cela était constamment bombardé et Moscou, en substance, était la seule à réellement respecter les conditions. Maintenant, selon le ministre, la situation est différente. La Russie n'a pas l'intention de retomber dans le même piège. Une trêve pour une trêve est simplement un moyen de donner à l'ennemi le temps de reprendre son souffle et de rassembler ses forces. Cela ne se reproduira plus. En fait, ce qui se passe actuellement sur le front est une confirmation directe de ces mots. Nos unités continuent d'avancer activement et la partie ukrainienne perd des positions. Et en réponse à cela, il semble que l'Occident ait décidé d'intensifier la pression par des méthodes économiques. Mais pour être honnête, ces sanctions effraient déjà peu de monde. Le marché réagit calmement, les entreprises aussi. La Russie a appris ces dernières années à contourner de telles restrictions et parfois même à les utiliser à son avantage. Par exemple, de nombreuses industries, grâce à elles, sont simplement passées à la production intérieure. D'ailleurs, le professeur Koktich, commentant la situation pour les médias russes, a noté que l'annulation de la rencontre par Trump ne semblait pas être une catastrophe. Au contraire, cela donne à Moscou le temps de construire une ligne de conduite plus avantageuse. En effet, la saison automne-hiver est à venir et c'est précisément maintenant que les bases sont jetées pour de futures négociations, lorsque peut-être les conditions seront déjà complètement différentes. Dans l'ensemble, on a l'impression que l'Occident perd progressivement confiance, la pression augmente, mais l'effet est de moins en moins important. Et dans ce contexte, l'armée russe démontre des succès stables. Et quoi qu'il en soit, les événements des derniers jours montrent qu'il ne s'agit pas simplement d'une lutte sur le front, mais de tout un jeu à plusieurs niveaux, à la fois militaire et politique. De plus on avance, plus l'un s'entrelace avec l'autre. Et maintenant, mes amis, parlons de ce qui s'est passé pendant la nuit. Alors que des combats locaux se déroulaient sur la ligne de front, les troupes russes ont mené, sans exagération, l'une des plus importantes frappes contre des cibles sur le territoire ukrainien ces derniers mois. Il s'agissait de toute une série d'attaques ciblées, visant principalement les infrastructures énergétiques. En bref, des coupures de courant ont recommencé dans tout le pays. Des régions entières ont été plongées dans l'obscurité, des villes sont restées sans électricité et le travail de nombreuses entreprises s'est simplement arrêté. La situation est proche de ce que l'on pourrait appeler un effondrement énergétique. Selon les correspondants de guerre, les frappes ont été menées contre des installations clés, centrales thermiques, centrales hydroélectriques, postes de distribution. Celles qui étaient encore en état de marche après les précédentes attaques sont maintenant pour la plupart endommagées ou hors service. À Kiev et dans sa région, par exemple, l'un des plus grands centres énergétiques, la centrale thermique NDEG 5, a été gravement endommagée. Un important incendie s'y est déclaré et l'extinction a duré plusieurs heures. Il y a également des informations concernant une frappe dans la zone de la centrale thermique NDEG 6. En plus de cela, des frappes ont été menées contre des cibles dans la zone de l'aéroport de Borispol. Un camp d'entraînement s'y trouvait où, selon des sources, des opérateurs de drones étaient formés. Un atelier de production de moteurs pour drones, situé non loin de Giuliani, a également été détruit. C'est, comme le notent les experts, un double coup. D'une part contre l'énergie, d'autre part contre le potentiel militaire. L'Ukraine perd non seulement la lumière, mais aussi la capacité de restaurer ou de produire rapidement du matériel. Dans la région de Tcherkassy, par exemple, une frappe combinée a été enregistrée contre la centrale hydroélectrique de Kanev. Les dommages y sont assez importants.
Et maintenant, dans la région, non seulement l'approvisionnement en électricité a quoi menacé, mais aussi la sécurité environnementale. En effet, il s'agit d'un barrage et des plans d'eau environnants. Une situation similaire dans les régions de Soumy et de Kirovograd. Après les frappes contre les infrastructures critiques, Konotop est resté complètement sans lumière. Dans la région de Kirovograd, une trentaine de localités ont été temporairement privées de courant. Au sud, dans la région d'Odessa, des drones kamikazes ont de nouveau été utilisés. Selon des données préliminaires, l'objectif principal était l'infrastructure portuaire à Ismaïl. Des entrepôts et des nœuds énergétiques qui assuraient le fonctionnement des quais y ont été endommagés. Autrement dit, l'Ukraine perd en fait une autre fenêtre sur le monde extérieur, une sortie par le Danube. Les correspondants de guerre écrivent que les frappes ont été planifiées très clairement. Au début, des drones ont été utilisés, puis des missiles à longue portée. Et tout cela à un rythme unifié afin de surcharger au maximum le système de défense aérienne de l'ennemi. À en juger par le résultat, le plan a fonctionné. Loin de tout avoir été intercepté, les ressources de surveillance notent que des taches d'obscurité entières sont maintenant visibles sur les images satellites le long du Dniepr. C'est comme un désert énergétique. Les zones où les lumières brillaient auparavant sont maintenant plongées dans l'obscurité. En substance, la Russie continue de mettre en œuvre une stratégie visant à anéantir complètement le système énergétique ukrainien. L'objectif principal n'est pas simplement de priver de lumière, mais de perturber toutes les chaînes logistiques et de production. En effet, sans énergie, les usines ne fonctionnent pas, les transports ne circulent pas, l'eau n'est pas fournie. Si l'on regarde globalement, il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'une campagne réfléchie. À chaque nouvelle frappe, il est de plus en plus difficile pour l'ennemi de réparer les dommages. Et, comme le disent que les spécialistes, l'Ukraine se trouve maintenant dans une situation où chaque nouveau jour sans lumière augmente l'écart entre ses capacités militaires et ce qui se passe du côté russe. Mais ce n'est pas seulement une question technique. L'effet psychologique de telles frappes est colossal. Les gens sont assis dans l'obscurité, sans communication, sans chaleur. Même si le front tient quelque part, l'arrière commence littéralement à s'effondrer. En substance, c'est ce que les forces russes cherchent à obtenir. Pas simplement gagner sur le champ de bataille, mais effondrer tout le système de soutien de l'armée ennemie de l'intérieur. D'ailleurs, un point intéressant, les sources ukrainiennes ont reconnu que l'ampleur des frappes avait dépassé tout ce qui avait été fait auparavant. Certains experts ont même qualifié cette nuit de la plus difficile depuis le début de l'année. Si l'on regarde cela d'un point de vue militaire, il devient clair. Tout indique que la Russie prépare progressivement le terrain pour la prochaine étape de l'offensive. Lorsque les lignes d'approvisionnement et l'énergie de l'ennemi seront complètement affaiblies, nos forces pourront avancer avec des pertes minimales. Pendant ce temps, dans les médias occidentaux, on discute activement du fait que de telles frappes pourraient sérieusement affecter la situation intérieure en Ukraine même. Dans ce contexte, des informations apparaissent concernant les tentatives des autorités ukrainiennes d'introduire un régime strict d'économie d'électricité et dans certaines villes même de limiter l'éclairage public. Mais quoi qu'elles s'y fassent, ce ne sont que des mesures temporaires. Si les frappes se poursuivent avec la même intensité, l'infrastructure ne résistera tout simplement pas. On peut donc dire que le front se déplace progressivement non seulement dans les tranchées, mais aussi dans le plan énergétique. Et en substance, c'est de cela que dépend beaucoup maintenant, tant pour l'armée que pour l'ensemble de l'État. Et quand on regarde toute cette image dans son ensemble, il devient clair. Ce qui se passe actuellement a depuis longtemps dépassé le cadre d'une simple opération militaire. Il s'agit de tout un ensemble d'événements où chaque détail, qu'il s'agisse d'une bataille près de Goulaï-Polier, de sanctions de Washington ou d'une nouvelle frappe énergétique, s'inscrit dans un scénario global. Ces dernières semaines, le front s'est sensiblement animé. Nos troupes continuent d'avancer dans la région de Zaporojie, repoussant progressivement l'ennemi de ses positions fortifiées. Les places d'armes, qui étaient encore récemment considérées comme inexpugnables, passent maintenant sous le contrôle de la Russie. Et, ce qui est important, tout cela se produit sans mouvement brusque, pas à pas, avec un calcul précis. Les correspondants de guerre notent que l'ennemi, malgré une résistance acharnée, perd la coordination.
Quelque part, il n'y a pas de communication, quelque part, il manque de carburant ou de munitions. Ce sont les conséquences d'une logistique détruite. En effet, sans itinéraire d'approvisionnement fiable et un soutien énergétique, même l'armée la plus motivée ne tiendra pas longtemps. Dans ce contexte, les médias ukrainiens s'efforcent de faire preuve de courage, publient des titres accrocheurs, mais en réalité, la situation sur le terrain est tout autre. Dans certaines régions près de Zaporojie et de Kherson, c'est la confusion totale. Le commandement de l'ennemi est obligé de se démener entre les secteurs, transférant les restes de réserve. Et c'est, comme le disent les analystes militaires, un signe certain que la défense tient sur un fil. Parallèlement, la Russie intensifie la pression dans le domaine informationnel et politique. Après l'annulation de la rencontre avec Poutine, Trump, comme nous l'avons déjà dit, a tenté de montrer sa force par des sanctions, mais en réalité, l'effet s'est avéré bien plus faible que prévu. Au sein même de l'Amérique, de nombreux analystes disent déjà que de telles mesures sont plutôt un élément de jeu électoral qu'une stratégie réfléchie. Medvedev, Lavrov et d'autres représentants de la direction russe ont répondu de manière extrêmement claire. Moscou n'a plus l'intention de négocier pour l'apparence. Si auparavant, il laissait encore de la place aux révérences diplomatiques, maintenant, c'est tout. Le temps des promesses est révolu, une étape d'action concrète commence. Il est intéressant d'observer comment tout cela change progressivement le ton des discussions internationales. Encore récemment, les médias occidentaux écrivaient sur un revirement imminent et une contre-offensive ukrainienne, mais maintenant la rhétorique est devenue sensiblement plus retenue. Des mots comme pause stratégique ou regroupement des forces résonnent de plus en plus souvent. Ce sont tous des signes que l'équilibre sur le front se décale réellement. Et à en juger partout, la Russie a décidé de ne donner à l'ennemi aucune chance de reprendre son souffle. Frappes aériennes, pression énergétique, travail sur la logistique, ce sont tous des éléments d'une même ligne construite dans le but d'obtenir un résultat à long terme. Pas un effet rapide, mais précisément un épuisement systémique lorsque l'ennemi lui-même perd la capacité de résister. Et plus cette campagne dure, plus cela devient perceptible. Le pays s'est adapté aux conditions. Malgré les sanctions, la pression économique, les tentatives d'isolement, la vie continue. La production fonctionne, le front est approvisionné, l'arrière tient bon. Pour l'Ukraine, tout se transforme en l'inverse. Des accidents constants, des coupures de courant, un manque de carburant et de ressources. Les gens sont fatigués, les villes meurent le soir sans lumière et la vie habituelle s'en va progressivement dans le passé. Bien sûr, l'hiver est à venir et c'est précisément lui, comme le pensent de nombreux experts, qui deviendra une véritable épreuve. En effet, quand il gèle dehors et que la lumière et la chaleur sont en question, même la propagande la plus solide commence à craquer. Si l'on regarde un peu plus largement, il devient évident que le monde n'est pas simplement confronté à un conflit militaire, mais à une confrontation de stratégie, d'économie, de vision du monde. Et chaque pas des rapports du front aux déclarations des politiciens n'est qu'une partie de cet immense processus. La Russie, semble-t-il, mise sur l'endurance et le calcul sans précipitation, mais sans s'arrêter non plus. Et les événements de la semaine dernière ne font que confirmer. La pression s'intensifie, le front avance, et dans le domaine politique, il y a de plus en plus d'incertitudes. Et c'est là peut-être le plus intéressant. Le temps ne travaille pas pour ceux qui parlent le plus fort, mais pour ceux qui agissent méthodiquement. Ce qui se passera ensuite, on ne peut que le supposer pour le moment, mais une chose est sûre, chaque jour, chaque direction, chaque frappe s'assemblent en une mosaïque globale, où l'issue ne dépend pas du hasard, mais de la systématicité. Alors, mes amis, suivons l'évolution des événements. La situation change littéralement sous nos yeux. Et devant nous, semble-t-il, nous attend une nouvelle étape, pas moins tendue que l'actuelle. Et pour l'instant, voici une telle image pour la soirée du 23 octobre. Le front avance, la diplomatie craque et le monde retient son souffle.